Merci à ceux qui sont à l'écoute. Je m'appelle Sarah Dussault, je suis étudiante au doctorat en psychologie à l'Université Laval. Mes travaux de recherche portent principalement sur l'adaptation des enfants en contexte de séparation conjugale. Mais aujourd'hui, je vous présente les résultats de ma collègue Mathilde, qui s'est intéressée plus particulièrement à la réussite scolaire en contexte de séparation conjugale. Donc, le titre de la présentation, c'est donc Trajectoire de réussite et d'attachement scolaire suite à la séparation conjugale et aux transitions familiales. Donc, brièvement, le plan de la présentation, on va débuter par un survol de la recherche actuelle sur la séparation. Ensuite, je vous parlerai des objectifs de recherche. Par la suite, il sera question de la méthode et brièvement des analyses statistiques. Je vous parlerai aussi des conclusions principales de l'étude, puis je vais vous proposer à la fin là, des pistes d'intervention ou des conseils pour les parents qui se séparent, puis on pourra terminer avec une période de questions. Donc, pour ce qui est de l'état actuel de la recherche en matière de séparation conjugale, d'abord, je veux mentionner que lorsque je parlerai de séparation conjugale, il est vraiment question autant du divorce que de la dissolution d'une union libre, donc des parents qui ne sont pas nécessairement mariés, mais qui se séparent. La séparation conjugale, on considère vraiment que c'est un processus qui est dynamique, qui est hétérogène et qui s'échelonne dans le temps. Donc, on délaisse de plus en plus la perspective comme quoi c'est un événement ponctuel, plus au profit d'une perspective, disons, plus sur le long cours. La plupart des recherches montrent que les enfants qui vivent une séparation de leurs parents présentent plus de problèmes comportementaux, de problèmes émotionnels, sociaux et scolaires. Par contre, il faut quand même nuancer la question dans le sens où ce qu'on voit, c'est que la différence entre les enfants de familles intactes et les enfants de familles séparées, elle est d'ampleur modeste, je dirais. Puis, il y a quand même plusieurs enfants là, qui vivent une séparation de leurs parents, mais qui vont quand même bien s'adapter malgré tout. Quelques statistiques. Donc, on sait que la séparation, c'est un processus qui est un événement plutôt qui est de plus en plus fréquent. Au Québec, on parle environ du tiers des enfants qui vivent dans une famille monoparentale ou recomposée. Et c'est 44 des jeunes qui vont vivre au moins une transition familiale avant d'atteindre la majorité. Lorsqu'on parle de transition familiale, c'est autant la rupture d'une union que la création d'une nouvelle union, par exemple, quand des parents séparés vont se faire des nouveaux conjoints. Donc, la perspective de l'instabilité familiale nous permet de comprendre un peu qu'est-ce qui fait que les transitions familiales vécues vont augmenter la charge de stress qui est vécue par l'enfant. Donc, d'abord, les transitions familiales, que ce soit une rupture d'union ou une nouvelle union, vont entraîner plusieurs impacts au sein de la famille. Donc, on peut observer une diminution des ressources économiques, une augmentation du stress parental, plus de conflits familiaux. Ça peut impliquer aussi de devoir s'adapter à des nouveaux membres de la famille, à s'adapter à des nouvelles routines. Et ça peut aussi réduire la qualité des pratiques parentales parce que, bon, on a des parents qui peuvent se retrouver dans une situation plus difficile ou plus stressante, donc qui seront peut-être moins disposés ou moins disponibles là, par rapport aux pratiques parentales. Donc, ultimement, tous ces éléments-là peuvent contribuer à augmenter la charge de stress qui est vécue par l'enfant. Dans cette perspective-là, lorsqu'on considère la réussite scolaire plus précisément, on peut comprendre que la réussite scolaire sera susceptible d'être affectée non seulement par la séparation initiale des parents, mais aussi par toutes les transitions subséquentes qui vont résulter soit d'épisodes de recomposition ou de monoparentalité. Lorsqu'on s'intéresse plus particulièrement à la séparation conjugale, donc la séparation initiale des parents et les difficultés scolaires, ce qu'on observe, c'est que généralement, les difficultés scolaires vont s'amorcer dans les années qui précèdent la séparation et vont se poursuivre sur le long cours là, après l'événement. C'est quand même important de prendre en compte certaines caractéristiques de l'enfant pour mieux comprendre ces difficultés-là. D'abord, pour ce qui est de l'âge, ce qu'on observe généralement, c'est que les enfants qui sont plus vieux à la séparation vont présenter plus de difficultés scolaires dans le temps. Il faut quand même considérer cette donnée-là avec un grain de sel parce qu'il y a plusieurs études quand même qui se sont intéressées plus aux adolescents. Donc, c'est quand même susceptible là, de biaiser cette conclusion-là. Par ailleurs, pour ce qui est du sexe, ce qu'on observe, c'est que la réussite scolaire des filles serait plus affectée au moment de la séparation. Par contre,
encore une fois, c'est à nuancer parce qu'il y a aussi certaines études qui ne montrent pas de différence entre les garçons et les filles. Finalement, pour ce qui est du statut socio-économique, c'est une donnée qui est peut-être un petit peu plus solide et unanime là, à travers les études, comme quoi un faible statut socio-économique serait aussi associé à plus de difficultés scolaires chez les enfants, au moment de la séparation, évidemment. Maintenant, pour ce qui est des transitions familiales et des difficultés scolaires, on a abordé la séparation initiale des parents, mais pour ce qui est des transitions ultérieures qui est susceptible de vivre l'enfant, ce qu'on observe dans les études, c'est que le cumul des transitions familiales serait associé à plusieurs éléments, plus de difficultés finalement, donc des aptitudes préscolaires moindres, une diminution de la réussite scolaire et un plus haut risque aussi de décrochage scolaire. Il y a aussi certaines études qui montrent qu'une transition vers une famille recomposée, ça entraînerait plus de difficultés qu'une transition vers une famille monoparentale. Euh, Maintenant, pour ce qui est des limites des études actuelles, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui s'intéressent à la trajectoire des enfants vraiment à partir de la séparation initiale des parents. Une autre limite importante, c'est qu'on utilise fréquemment une approche rétrospective. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on considère la réussite scolaire actuelle à partir des transitions qui ont été vécues dans le passé par l'enfant. Ce que ça implique à ce moment-là, c'est que les changements qu'on observe dans la réussite scolaire, ils ne concordent pas nécessairement avec les changements dans la structure familiale, étant donné qu'ils ne sont pas mesurés en même temps. Donc, une alternative à ça, c'est d'adopter une approche qui est prospective, donc de mesurer la réussite scolaire et les transitions familiales en même temps à travers le temps. Ce qui m'amène aux objectifs de l'étude actuelle. Donc, le premier objectif de l'étude, c'était de voir quel est l'effet de la survenue d'une transition familiale, l'effet du cumul des transitions et du changement dans le type de structure familiale sur la réussite et sur l'attachement scolaire. Je reviendrai un petit peu plus tard sur les termes de réussite et d'attachement. Donc, en gros, ce qu'on voulait voir, quel est l'impact de vivre une transition? Quel est l'impact de vivre plusieurs transitions? Et quel est l'impact du type de structure familiale, donc monoparentale ou recomposée, sur la réussite et l'attachement scolaire? Notre deuxième objectif, c'était de déterminer est-ce que le cumul des transitions est associé à la réussite et à l'attachement scolaire lorsqu'on tient compte de la contribution des caractéristiques sociodémographiques de l'enfant. Donc, si je reviens un peu au construit, au terme qu'on mesure, la réussite scolaire, c'est un petit peu plus instinctif, disons, mais quand on parle d'attachement scolaire, c'est vraiment la dimension affective là, de la sphère scolaire. Donc, c'est le sentiment d'appartenance qu'a l'enfant par rapport à son école, mais aussi le niveau de connexion avec les personnes qui fréquentent son école. Maintenant, pour ce qui est de la méthode qu'on a utilisée et les analyses qu'on a faites, d'abord, pour constituer notre échantillon, on est parti de l'étude longitudinale sur le développement des enfants du Québec. Cette étude-là, l'ELDEC, ça a été menée par l'Institut de la statistique du Québec et l'objectif, c'était d'améliorer les connaissances sur le développement des enfants. Donc, cette grande étude-là, elle comporte 2120 enfants qui sont nés en 1997-1998 de mères qui résidaient au Québec. Et ces enfants-là ont été suivis de l'âge de 5 mois jusqu'à l'âge de 17 ans. Il faut savoir quand même qu'au moment où cette étude-là a été faite, c'était jusqu'à l'âge de 17 ans, mais encore aujourd'hui, cette étude-là se poursuit, puis suit ces enfants-là qui sont devenus finalement des jeunes adultes d'à peu près 22-23 ans. Donc, c'est ça, les enfants ont été suivis à partir de 5 mois. Jusqu'à l'âge de 8 ans, on les suivait à chaque année. Et à partir de l'âge de 8 ans, là, on a commencé à les suivre aux 2 ans. Il faut savoir quand même qu'au sein de ce grand échantillon-là, on a quand même exclu les enfants qui sont nés prématurément, les enfants qui sont nés avec un handicap sévère et les enfants de mères qui vivaient dans certaines régions du Québec, là, entre autres dans le nord du Québec. Donc, on est parti de ce grand échantillon-là de 2120 enfants auquel on a appliqué certains critères d'exclusion pour constituer notre échantillon. D'abord, il fallait que la séparation survienne sans mention de remise en couple. Donc, ça veut dire que les parents devaient se séparer, mais ne devaient pas revenir ensemble par la suite. Ensuite, les parents devaient habiter ensemble de la naissance de l'enfant jusqu'à la séparation.
Une rupture conjugale aussi devait être à l'origine de la séparation plutôt que le décès d'un des parents, par exemple. Et la séparation devait survenir lorsque l'enfant est âgé entre 8 ans et 15 ans, donc lorsque l'enfant est entre la deuxième année et le troisième secondaire. Ce qui fait qu'on a choisi cette tranche d'âge-là. En fait, c'est pour des raisons statistiques. Là, ça nous prenait un temps de mesure avant et 2 temps de mesure après la séparation minimalement. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas commencé de la première année jusqu'au cinquième secondaire. Puis, au final, on est parvenu à un échantillon final de 203 enfants. Pour ce qui est des instruments de mesure, d'abord, la réussite scolaire, comment on a mesuré ça? C'est qu'à chaque cycle de mesure, la personne qui connaît le mieux l'enfant répondait à cette question-ci que vous voyez à gauche. Donc, selon vous, selon ce que vous savez de son travail scolaire, y compris de ses bulletins, quel degré de réussite a-t-il ou a-t-elle dans l'ensemble? Donc, par la suite, pour ce qui est de l'attachement scolaire, c'est l'enfant qui répondait lui-même à 5 items à chaque temps de mesure. Et c'était des items qui mesuraient son degré d'attachement scolaire. Par exemple, c'était des questions du genre j'aime mon école, je suis fière de faire mes études à cette école, je suis contente de faire mes études à cette école, je me sens en sécurité dans mon école et la plupart des matins, j'ai le goût d'aller à l'école. Pour ce qui est des transitions familiales maintenant, on a constitué 3 indicateurs finalement pour documenter les transitions familiales. D'abord, on voulait voir pour chaque temps de mesure, en fait, dans quel type de structure familiale se trouvait l'enfant au moment de la prise de mesure. Le deuxième indicateur, c'était de voir est-ce qu'il y a eu présence ou absence de transition par rapport au cycle précédent. Puis, on avait un troisième indicateur pour nous indiquer finalement le cumulatif de toutes les transitions vécues par l'enfant. En ce qui concerne la procédure, c'était des questionnaires en format soit papier, électronique ou au domicile de l'enfant. Puis, à chaque phase de l'étude, on faisait des entrevues de 1 heure et demie, donc de 90 minutes auprès de la personne qui connaît le mieux l'enfant. Et il faut savoir aussi que les données étaient récoltées au printemps là, à chaque année pour vraiment refléter les compétences qui étaient acquises durant l'année scolaire. Il faut savoir aussi qu'à partir de l'âge de 6 ans, c'est l'intervieweur qui posait les questions à l'enfant. Puis à partir de l'âge de 15 ans, là, c'était l'adolescent vraiment qui répondait par lui-même sur un questionnaire en ligne. Je passe vraiment rapidement sur les analyses. Mais en gros, on a utilisé un modèle d'analyse longitudinale multiniveau. Ce que ça nous permet de faire, c'est de voir l'évolution des trajectoires de réussite scolaire et d'attachement scolaire pour tous les enfants à partir d'au moins 1 an pré-séparation jusqu'à au moins 2 ans post-séparation. Donc, je ne vais pas plus loin par rapport à ça. Maintenant, pour ce qui est des conclusions principales de cette étude-là, d'abord, en ce qui concerne le premier objectif, ce qu'on a vu, c'est que le cumul des transitions était significatif par rapport aux autres indicateurs de transition familiale pour l'attachement scolaire et pour la réussite scolaire. En gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est surtout le fait de vivre plusieurs transitions dans le temps qui est susceptible d'entraîner des trajectoires là, de diminution de l'attachement scolaire et de la réussite scolaire. Donc, la survenue d'une seule transition, donc l'effet à court terme d'une seule transition ou le type de structure familiale, soit monoparentale ou recomposée, ça n'a pas vraiment d'impact significatif là, sur l'attachement et sur la réussite scolaire. En ce qui concerne notre deuxième objectif, ce qu'on voulait voir, c'était un peu la contribution des caractéristiques sociodémographiques des enfants. Ce qu'on constate, c'est que le cumul des transitions demeure significatif pour la réussite scolaire seulement lorsqu'on ajoute des caractéristiques sociodémographiques. En gros, ce que ça signifie, c'est que l'attachement scolaire, lui, est moins susceptible d'être affecté par le cumul des transitions familiales, mais qu'il faudrait plus tenir compte des caractéristiques de l'enfant et des caractéristiques de la famille pour expliquer finalement la diminution de l'attachement scolaire dans le temps. Donc, en gros, ce que ça nous montre, ces résultats-là, ça appuie la perspective de l'instabilité familiale dont je vous parlais tantôt. Et ça suggère que chaque transition supplémentaire qui va être vécue par l'enfant va être associée à plus de difficultés pour lui. Et c'est particulièrement vrai en ce qui concerne la réussite scolaire.
Maintenant, je voulais vous proposer quelques pistes d'intervention, quelques conseils pour les parents qui se séparent. Euh, D'abord, en ce qui concerne la sphère scolaire, ben, avant toute chose, je voudrais quand même dire que euh, oui, on sait que la séparation conjugale est associée à plus de difficultés chez les enfants, tant sur le plan émotionnel, comportemental, scolaire que social, mais il faut quand même garder en tête que il y a quand même beaucoup d'enfants là, qui vont bien s'adapter en contexte de séparation. L'idée ici, ce n'est pas nécessairement d'éviter de se séparer. Hein, au contraire, ce serait susceptible de créer un climat encore plus difficile pour les parents et pour l'enfant, mais c'est de rendre la transition finalement la plus douce possible, autant pour les parents que pour l'enfant. Donc, ce que vous pouvez faire comme parent, d'abord sur la sphère scolaire, c'est important de demeurer impliqué dans l'expérience scolaire de son enfant parce que ce que les études montrent, c'est que l'implication des parents, généralement, elle est associée à la réussite, à un plus grand engagement de la part de l'enfant et à plus de motivation aussi. Ce qu'on suggère aussi, c'est d'améliorer le bien-être affectif en contexte scolaire parce qu'on a vu la sphère affective, elle est susceptible quand même d'être un peu affectée par l'expérience d'une séparation. Donc, comment favoriser le bien-être en contexte scolaire? Bien, ça peut être de favoriser une relation positive entre l'enfant puis son enseignant. Puis ça peut être aussi d'encourager l'enfant à participer à des activités parascolaires, par exemple, pour favoriser son sentiment d'appartenance envers son école. Toujours sur le plan scolaire, ça peut être pertinent quand même d'aviser le personnel du milieu de garde ou de l'école de l'enfant de la séparation parce que c'est possible qu'ils observent des changements chez l'enfant. Puis à ce moment-là, s'ils sont au courant, bien, ils seront plus en mesure d'apporter leur soutien à l'enfant. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi auprès de l'enfant, pas nécessairement par rapport à la sphère scolaire spécifiquement, mais vraiment de façon plus générale pour favoriser leur adaptation, mais c'est de parler ouvertement à son enfant parce qu'on sait tous les enfants attribuent un sens à ce qu'ils vivent. Puis chez les plus petits, surtout, ce qu'on peut voir souvent, c'est que c'est assez fréquent que les jeunes enfants pensent qu'ils sont responsables de la séparation de leurs parents. Donc, à ce moment-là, c'est important de leur dire la vérité sur ce qui est en train de se passer, bien sûr en utilisant des mots qui sont adaptés à son âge, puis en prenant soin, évidemment, de ne pas faire porter à l'enfant nos préoccupations d'adultes, mais c'est quand même important que l'enfant sache ce qu'il est en train de vivre parce que les enfants le sentent quand il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, c'est important de leur dire la vérité. Ça peut être aussi important de les rassurer par rapport à ce qui va se passer, soit en leur disant que ce n'est pas de leur faute si leurs parents se séparent, que leurs parents vont continuer de toujours les aimer malgré tout, qu'ils vont continuer à prendre soin de lui, puis de lui dire aussi que ce n'est pas de sa faute si ses parents se séparent, c'est vraiment des décisions d'adultes. Ça peut être aussi pertinent de dire à l'enfant comment les choses vont se passer pour lui. Hein. C'est maman qui va partir ou c'est papa qui va aller dans une nouvelle maison, est-ce qu'il va changer d'école, tout ça. Donc, ça peut être important de lui expliquer ce qui va arriver pour lui. Puis, évidemment, de lui laisser un espace pour exprimer comment il se sent par rapport à la séparation. Sinon, ça peut être important aussi d'accorder du temps à l'enfant, donc de passer beaucoup de temps avec lui, non seulement pour s'amuser avec lui, mais pour favoriser la communication avec lui, donc pour lui laisser cet espace-là, justement, dont je vous parlais un peu plus tôt. Par rapport à ce qui est possible de faire aussi avec l'autre parent, d'abord, la communication avec l'autre parent, même si c'est peut-être plus difficile à faire qu'à dire, c'est important de mettre de côté les émotions qui sont reliées à la séparation pour vraiment développer une relation avec l'autre parent qui est centrée sur le bien-être de l'enfant. Donc, ce que ça peut vouloir dire, c'est de s'entendre un peu sur les grandes lignes de quelles sont les routines qu'on veut établir à la maison, en acceptant quand même que le parent ne fera pas nécessairement toujours comme nous, donc en demeurant quand même flexible et tolérant par rapport à ce que l'autre parent va faire, qui sera peut-être parfois différent et c'est correct comme ça. Donc, la collaboration entre les deux parents, elle est vraiment importante pour favoriser l'adaptation de l'enfant. L'avant-dernier point, c'est de tenir l'enfant à l'écart des conflits, puis je l'ai mis en gras parce que c'est excessivement important. Il y a beaucoup de recherches qui montrent que c'est surtout les conflits entre les parents, davantage que la séparation elle-même, qui vont nuire à l'adaptation de l'enfant.
Ce que ça veut dire, c'est d'éviter de se chicaner devant l'enfant, mais aussi d'éviter de parler en mal de l'autre parent devant l'enfant et de ne pas se servir non plus de son enfant comme un intermédiaire, hein, pour passer des messages, pour poser des questions, pour avoir de l'information. Donc, à tout prix, il faut laisser l'enfant à l'écart de nos conflits d'adultes. Puis c'est important de garder en tête que malgré ce que vous avez pu vivre avec l'autre parent, votre enfant a droit d'aimer ses deux parents, puis il faut vraiment éviter de le mettre dans une position où il pourrait se sentir coincé entre les deux, où il pourrait avoir l'impression qu'il doit choisir entre son père et sa mère. Donc, c'est vraiment, s'il y a un point à retenir, c'est vraiment celui-là. En terminant, malgré toutes vos bonnes intentions, parfois, c'est plus difficile avec l'autre parent. Donc, au besoin, ça peut être important aussi de demander de l'aide, que ce soit auprès d'un médiateur familial ou encore en psychothérapie. Donc, ça fait le tour de ma présentation. Je reste disponible si jamais vous avez des questions.